Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Cartes sur table. Ici, dans les locaux de la représentation d'Artsakh, nous recevons une voix essentielle pour la cause de l'Artsakh, Ovanes Gevorkian, représentant donc de l'Artsakh en France. Ensemble, nous reviendrons sur les événements tragiques qui ont marqué ce territoire arménien depuis la guerre de 2020 jusqu'au nettoyage ethnique de 2023, en passant par le blocus impitoyable imposé par l'Azerbaïdjan. Durant une heure d'entretien, il nous livrera son regard, ses combats et les espoirs d'un peuple déraciné mais debout. Bonjour Monsieur Ovanes Gevorkian, présentez-vous succinctement et dites-nous où sommes-nous aujourd'hui à Paris. Nous sommes à la représentation de la République d'Artsakh, cette république qui a été annexée en septembre 2023 et dont la population arménienne a été chassée de sa terre ancestrale. Néanmoins, la représentation de la République d'Artsakh en France continue son activité, son combat sur le sol français. Et j'ai le privilège d'être le représentant du Haut-Karabakh en France, de l'Artsakh en France. Dans quelles circonstances personnelles vous avez été amené à devenir représentant de l'Artsakh? Êtes-vous natif de cette région ou d'Arménie? Racontez-nous votre histoire personnelle avec l'Artsakh. Je suis né en Arménie, j'ai grandi à Yerevan, dans la capitale arménienne. Après mes études supérieures, quand j'avais 21, 22 ans, je décide de m'installer au Haut-Karabakh, dans la capitale, Stepanakert. C'était juste après la guerre, en 1995-1996, où j'exerce différentes fonctions, que ce soit des fonctions au ministère des Affaires étrangères de la République d'Artsakh, ou d'autres fonctions comme par exemple, à un moment donné, j'enseignais le français dans cette république nouvellement née. Euh, euh, Par la suite, j'ai été nommé par le président de la République comme représentant de ce pays en France. Si vous aviez une caractéristique à mettre en avant pour représenter ce peuple d'Artsakh, quelle serait-il? Un peuple farouchement attaché à sa terre, portant un amour grand pour son territoire, pour son pays, qui s'appelle Artsakh, qui fait partie de l'Arménie, donc pour cette terre arménienne, un peuple qui, réfugié pendant des siècles dans les montagnes du Karabakh, a su résister, a su survivre, a su rester accroché à ces montagnes, a prié, a transmis, a bâti sur ce territoire, hélas, jusqu'en 2023. Et c'est cela pour moi l'Artsakh, c'est ça le peuple artsakiote. À présent, donc pour les non-initiés qui écouteraient cette émission, beaucoup de gens se posent la question suivante. Pourquoi l'Arménie n'a pas reconnu l'Artsakh et pourquoi l'Artsakh n'a jamais été rattaché directement à l'Arménie? Pour des raisons juridiques, parce que les Arméniens d'Artsakh et les Arméniens d'Arménie, en 1988, quand notre nation, que ce soit dans la diaspora, en Arménie, à l'époque soviétique, ou alors dans la région autonome du Haut-Karabakh, toujours à l'époque soviétique, nous commençons notre combat. Nous étions à la fois extrêmement déterminés, souhaitant préserver notre identité arménienne, basée sur la liberté, sur notre droit de décider de notre sort, et surtout pour faire face à la politique de discrimination que les Arméniens d'Artsakh, les Arméniens du Karabakh subissaient depuis qu'ils étaient placés sous la juridiction azerbaïdjanaise, autrement dit depuis le début du XXe siècle par les bolcheviks. Et à ce moment-là, à la fois déterminé, mais peut-être même presque naïf, parce que croyant à la force du droit, à la force du droit soviétique, de la législation soviétique et du droit international. Et parce que souhaitant faire tout dans les règles, tout conforme à l'époque à la législation soviétique, d'abord les Arméniens du Karabakh et les Arméniens d'Arménie décident de se réunifier,
Donc ils prennent une décision, par le biais de leur parlement de l'époque, concernant leur réunification. Nous sommes en 1988-89. Moscou, c'est-à-dire le centre capital de l'Union soviétique qui existait encore, avait le droit de refuser cette décision, et Moscou a refusé, a dit non à cette décision. À partir de ce moment-là, il n'y avait pas d'autre choix que de demander seulement le détachement du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan et pas son attachement ou sa réunification avec l'Arménie. Dans le cas où le Haut-Karabakh se détachait seulement sans demander la réunification avec l'Arménie, Moscou n'avait pas son mot à dire. Et parce que Moscou n'avait pas son mot à dire, c'est ce chemin-là que nous avons choisi, d'une part pour éviter que Moscou dise non, et d'autre part pour rester conforme à la législation soviétique. L'indépendance de la République du Haut-Karabakh a été proclamée le 2 septembre 1991. Le 2 septembre. Pourquoi cette date? Le 2 septembre est une date qui vient 2 jours après la date où l'Azerbaïdjan a proclamé son indépendance. Autrement dit, une loi, la législation soviétique permettait seulement le Haut-Karabakh de se détacher de l'Azerbaïdjan si ce dernier, à son tour, se détachait ou faisait sécession de l'Union soviétique. C'est la raison pour laquelle, depuis 1988, nous avons attendu, patienté, jusqu'au jour où l'Azerbaïdjan a proclamé son indépendance, le 30 août 1991. 2 jours après, le Haut-Karabakh faisait de même, et puis l'Arménie a fait la même chose le 21 septembre de la même année. Mais cela explique le chemin de l'indépendance que le Haut-Karabakh a pris, une indépendance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan qui était quelque part une contrainte juridique pour ne pas être rattaché définitivement à la République d'Arménie. Nous allons maintenant avancer dans le temps, après la guerre de 2020, jusqu'en 2023, où a eu lieu ce blocus terrible contre la population de l'Artsakh, et également lorsque ce blocus s'est transformé en exode massif. Où étiez-vous à ce moment-là, et quelle a été votre réaction face à cette tragédie? Oui, j'étais à Paris. C'était une période évidemment très douloureuse. Nous n'étions pas préparés à ce que ça se passe aussi rapidement. Mais c'était prévisible quelque part parce que il était devenu impossible pour les Arméniens du Haut-Karabakh, d'Artsakh, laisser à ce point-là, dans une solitude absolue, de résister davantage. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire les derniers jours, l'attaque que l'Azerbaïdjan lance contre l'Artsakh le 19 septembre. Cette attaque dure pratiquement 48 heures. Nos forces d'autodéfense arrivent à résister pendant presque 48 heures, mais c'est tout ce que nous avons pu faire. Nous l'avons pas pu faire plus longtemps parce que toute la population était épuisée pendant ce blocus, donc de privation et de nourriture, et d'énergie, et de combustible. Évidemment, l'armée de l'autodéfense fait partie de la société artsakiote et ces forces d'autodéfense, une fois encore laissées seules, ne pouvaient pas résister davantage. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Rester sans défense face à la menace azerbaïdjanaise qui était pratiquement aux portes de Stepanakert et qui avait pris le contrôle de toutes les routes de communication. À l'intérieur de l'Artsakh, la population arménienne a été poussée, a été contrainte à l'exil parce qu'une fois encore, affamée. Quand les Azerbaïdjanais arrivent, donc prennent le contrôle de l'ensemble de la République d'Artsakh, de tout son territoire, nous sommes le 21 septembre, on aurait pu penser que à ce moment-là, les Azerbaïdjanais pouvaient apporter des vivres
Rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Seulement les soldats azerbaïdjanais qui sont arrivés, parce que jusque-là, la propagande azerbaïdjanaise disait « je suis prêt à apporter de la nourriture si la route venant d'Ardam, c'est-à-dire venant depuis l'Azerbaïdjan, était ouverte. » Les Azerbaïdjanais ont pris le contrôle de l'ensemble du territoire de l'Artsakh. Aucun camion humanitaire n'est arrivé depuis cette route d'Ardam ou depuis l'Azerbaïdjan. Cela démontre cette propagande, la nudité de la propagande azerbaïdjanaise, et l'objectif réel recherché, ce n'était pas prendre seulement le contrôle de l'Artsakh, mais surtout de faire en sorte que cette population soit chassée. C'était une promesse du président azerbaïdjanais, une promesse d'ailleurs qui a été tenue. J'étais donc à Paris, et ces jours-là ont été des jours, sur un plan médiatique, extrêmement intenses, parce que c'est à ce moment-là que les médias français, comme d'ailleurs les médias du monde, ont commencé un peu parler de l'Artsakh, parce qu'il y avait une actualité douloureuse, une actualité tragique, et donc il fallait répondre à beaucoup de sollicitations qui sont arrivées de la part des médias ces jours-là. Il fallait dénoncer, il fallait alerter, il fallait dire ce qui se passe, il fallait raconter, parce que là aussi, la propagande azérie ne dormait pas, et l'ambassade de l'Azerbaïdjan a essayé de raconter son propre récit en disant que les Arméniens aiment beaucoup voyager et qu'ils voyagent à leur propre initiative. Donc ils partent à leur propre initiative, ils ne sont pas obligés de partir. Mais cette propagande azerbaïdjanaise, à mon sens, n'a pas pu convaincre beaucoup de personnes, parce que toute la population, l'ensemble de la population, soit partie, cela veut dire qu'il y a quand même eu des éléments qui les ont poussés à partir. Et ces éléments ne dataient pas d'un jour, de 2 jours. Ce sont des éléments qui étaient présents pendant des années, voire pendant des décennies. Depuis que l'Artsakh a été placé sous la juridiction azerbaïdjanaise, il y a une politique d'effacement, de discrimination de la population arménienne. Il suffit de voir les autres régions jadis peuplées d'Arméniens qui sont situées en Azerbaïdjan. Vous n'y trouverez aucun Arménien aujourd'hui, aucune trace même arménienne. Et donc, la politique azerbaïdjanaise ne faisait aucun doute pour nous et ne fait aucun doute aujourd'hui. Lors de ce moment tragique, tous les yeux étaient rivés sur cette région. Considérez-vous que les médias internationaux et français ont fait un travail suffisant, vu que vous avez été assez sollicité par tous ces médias français? Et comment répondre via le combat de la cause arménienne à cette impunité de l'Azerbaïdjan sur le plan international? Je remercie beaucoup les médias, et pas seulement les médias, mais ces jours-là, et des jours, en fait, des semaines qui précédaient, ou des mois qui précédaient, notamment les mois difficiles pendant le blocus, en France, nous avons eu beaucoup de manifestations de solidarité. Une solidarité extrêmement nécessaire, utile, qui a donné de l'espoir à la population arménienne d'Artsakh, solidarité qui venait du Parlement français. Le Sénat, l'Assemblée nationale se sont penchés sur la question, ont adopté des résolutions. Les sénateurs, les députés se sont intéressés de très près à ce qui se passait, alertés, à maintes reprises ont alerté le gouvernement français des dangers qu'il pouvait avoir, ce risque de nettoyage ethnique qui pouvait s'installer. Les villes, les collectivités territoriales, plus d'une centaine de vœux, résolutions, appels adoptés par des conseils régionaux, des conseils départementaux, des conseils municipaux allant de aussi grandes villes comme Paris, par exemple, comme Marseille ou Lyon, à des petites communes comme Montfort-l'Amaury ou les Pennes Mirabeau dans le sud, ont manifesté cette solidarité. En tout cas, ont essayé d'alerter l'exécutif français, la diplomatie française,
du risque important que courait la population arménienne. Il proposait à l'exécutif français de reconnaître la République d'Artsakh et de faire de cette reconnaissance un instrument de négociation. Non pas reconnaître pour respecter telle ou telle norme du droit international, mais surtout comme un signe de sauvetage, pour sauver les Arméniens, pour essayer de prévenir la tragédie qui se préparait par les autorités, par le régime azerbaïdjanais. Je regrette beaucoup que l'exécutif français n'a pas entendu ces appels venus de différents horizons de la société française, de différentes composantes de la société française. Je peux parler aussi des intellectuels, des artistes, des comédiens qui s'étaient mobilisés à maintes reprises pour rédiger des tribunes, pour faire des appels, des déclarations des différentes communautés qui vivent en France, la communauté juive, la communauté kurde, la communauté chypriote, et tant d'autres qui ont tendu leurs mains et qui ont essayé à leur tour d'alerter. Évidemment, ça n'a pas suffi parce que la diplomatie, y compris française, croyait que les Arméniens du Haut-Karabakh ont leur place en tant que minorité à l'intérieur de l'Azerbaïdjan dans le cadre de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. C'est là l'erreur fatale de la lecture de la situation, c'est que l'Azerbaïdjan n'est pas un État comme un autre. L'Azerbaïdjan avait l'intention d'effacer la présence arménienne et il l'a fait. La diplomatie française et européenne et de manière générale mondiale n'a pas vu voir, n'a pas voulu voir cette nuance dans la politique azerbaïdjanaise, et c'est basé sur la promesse donnée par Aliyev que les Arméniens auraient leur place en tant que minorité et que lui-même assurait la sécurité des Arméniens, alors que c'est bien lui qui est le bourreau des Arméniens. Au vu de la situation complexe de l'Artsakh aujourd'hui, quelle est votre fonction post-exil? Les institutions de l'Artsakh sont-elles encore en place? Avez-vous toujours un statut de représentant officiel de la République d'Artsakh? Et via quelle structure vous agissez pour mener des actions? Récemment, en discutant avec une personne très bienveillante à l'égard de l'Artsakh, à mon égard, il me disait que mon statut était celui de l'amitié que telle ou telle structure m'a porté ou portait à l'Artsakh. In fine, peu importe le statut et le titre que les uns et les autres peuvent me donner. Ce qui compte, c'est l'action que nous souhaitons mener, la détermination avec laquelle nous souhaitons mener. Et sur ce plan, je dois vous dire que je suis extrêmement soutenu, très bien entouré en France, et il y a beaucoup de bonne volonté qui, aujourd'hui, sont aux côtés de la représentation d'Artsakh pour qu'ensemble nous menions une action. Deuxièmement, cette fidélité, alors que le territoire de la République d'Artsakh est annexé, de tout l'Artsakh est annexé, et sa population intégralement vidée, parce que sur 150 000 personnes qui vivaient encore en Artsakh en 2020, il en reste aujourd'hui 11 personnes, 11 Arméniens qui restent sur place. Ce sont des personnes qui ne trouvent pas de sens ou qui ont des difficultés de se déplacer. C'est la raison pour laquelle ils restent en Artsakh et non pas par choix. Ce travail, cette action, dans ces conditions tragiques, prend sens dans la fidélité de ce que peut représenter l'Artsakh et de ce que représente l'Artsakh pour moi et aussi pour les personnes qui m'épaulent, qui m'entourent dans cette tâche. L'Artsakh n'est pas seulement un territoire. L'Artsakh n'est pas seulement, même pas une population. L'Artsakh a incarné pendant des décennies un combat à la fois pour la justice et un amour pour un territoire, pour une identité, pour ce que nous sommes. Et cet amour
que les Arméniens d'Artsakh portaient pour leur terre et qui ont su transmettre siècle après siècle, parce que ce n'est pas la première fois que l'Artsakh a été attaqué ou dominé. Pendant 25 siècles, ceux qui connaissent l'histoire du peuple arménien savent très bien que des dominations successives se sont installées en Arménie comme sur le territoire d'Artsakh, mais malgré ces dominations étrangères, parfois très douloureuses, parfois un peu moins douloureuses, les Arméniens sont restés par amour pour leur terre, par amour pour leur territoire, ont bâti sur ces terres. Le monastère d'Adadivank, le monastère de Ganzasar sont les témoins vivants de cet héritage culturel que nous avons su construire, créer et transmettre sur le territoire artsakiote. Et aujourd'hui, cet engagement vise à dire non pour tourner le dos, pour tourner la page à cet amour que nous portons à notre terre, à la terre arménienne, et à la justice, parce que finalement, les Arméniens d'Artsakh ont tout simplement voulu dire non à cette décision si arbitraire des bolcheviks qui, contre la volonté de la population arménienne, avait placé ce territoire sous la juridiction azerbaïdjanaise. Mais au-delà de cette injustice donc, juridique, il y avait cette résistance contre la discrimination azerbaïdjanaise, contre cette politique à la fois répressive, mais aussi d'effacement. C'est cet esprit de résistance engagé par les Arméniens d'Artsakh, soutenu par les Arméniens d'Arménie, soutenu par les Arméniens de la diaspora. C'est à cet esprit-là que nous ne voulons pas dire non, et c'est pour cette raison que nous continuons notre combat, notre lutte sur le territoire français. Et comment donc matérialisez-vous votre combat sur le territoire français? Quelles sont les prochaines actions que vous menez concrètement pour venir en aide aux populations sinistrées présentes donc aujourd'hui en Arménie? Je vais commencer par l'axe humanitaire. Depuis 2023, nous sommes obligés de mener des actions humanitaires, mener des projets humanitaires en Arménie en faveur des déplacés de force d'Artsakh, parce que pour nous, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les Arméniens d'Artsakh ne soient pas une deuxième fois obligés de quitter la terre arménienne et de prendre le chemin de l'exode. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces Arméniens d'Artsakh arrivés en Arménie aujourd'hui restent et demeurent en Arménie. Parce que pour nous, c'est une question de sécurité qui touche la République d'Arménie, la question de sécurité parce que c'est une question de démographie. Chaque Arménien d'Artsakh ou pas qui reste en Arménie est un renfort, est un renforcement de la sécurité d'Arménie et sur un plan de la défense ou des frontières de l'Arménie, mais aussi par son travail, par son talent, par ses compétences, c'est le renforcement de la société, de l'économie, de la culture arménienne sur place. Donc l'enjeu pour nous est stratégique et l'axe humanitaire participe concrètement à faire en sorte que la cause de l'Artsakh perdure et l'axe humanitaire, c'est qu'il faut trouver des moyens financiers ici, en France, et de faire en sorte pour que les Arméniens d'Artsakh demeurent en Arménie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'axe juridique. L'axe juridique parce que il n'est pas acceptable, il n'est pas possible, il n'est pas concevable que les Arméniens d'Artsakh soient spoliés, soient volés. En fait, on leur a tout pris, leur maison, leurs champs, leur entreprise, leur patrimoine collectif, c'est-à-dire cimetières, églises, monastères, et que on regarde et on dise oui, c'est arrivé, on tourne la page. Non, on ne tourne pas la page, et donc nous allons être aux côtés des Artsakiotes individuellement et collectivement pour que devant des juridictions internationales, devant des tribunaux internationaux, il y ait des procès engagés
pour défendre les droits des artsakhites qui vont tout simplement des droits d'avoir des biens, des droits de ne pas être spoliés de leurs biens jusqu'à être maîtres de leur patrimoine matériel laissé en Artsakh et évidemment sans oublier le droit de retour des Arméniens d'Artsakh, consacré d'ailleurs par le droit international, par une décision d'un tribunal international qui est la Cour internationale de justice. Et le troisième axe de notre travail, c'est l'axe politique, politico-médiatique si vous voulez, pour que le sujet Artsakh, le thème de ce qui nous arrive, tout naturellement ne soit pas effacé avec le temps parce que l'actualité passe et que d'autres actualités viennent remplacer celles que nous avons connues en 2023. Donc notre travail, c'est nourrir à la fois les responsables politiques qui s'intéressent à cette question, nourrir par les informations que nous pouvons leur apporter, nourrir aussi les médias. Donc il y a un travail à la fois d'information, de sensibilisation, de travail pour que le thème, le sujet perdure dans l'agenda politique français et au-delà, si possible. Alors on sait que la situation des réfugiés d'Artsakh est très difficile en Arménie, certains se plaignent même d'un accès au logement difficile ou sur le marché du travail, en notant un manque d'aide du gouvernement arménien. Et lorsqu'on écoute ce même gouvernement arménien, qui est dans une situation difficile avec le traité de paix en cours avec l'Azerbaïdjan, qui réclame l'ouverture du corridor du Zangezur, aucune mention de l'Artsakh, une suppression totale de toute existence que fut ce pays, avez-vous des fois l'impression que vous n'êtes pas assez aidé par le gouvernement arménien, même que selon vous, ce même gouvernement arménien marche des fois contre vous, sans avoir le choix au vu du contexte difficile? Est-ce que vous pouvez également recevoir des réactions internationales déclarant que le combat de l'Artsakh est vain, car même le gouvernement arménien a abandonné l'idée de se battre? Vous êtes donc dans une situation assez particulière. Comment tout cela se traduit? D'abord, l'occasion m'est donnée, je vous en remercie, de dire toute ma gratitude à tous ceux qui en Arménie et au niveau de la population arménienne, et c'est tellement naturel, et au niveau des pouvoirs du gouvernement arménien, et c'est un devoir, c'est une responsabilité, ont accueilli les Artsakhites lorsque ceux-ci ont été chassés, ont été forcés de se déplacer, se réfugier en Arménie. Merci aussi de les accompagner jusqu'à aujourd'hui pour qu'ils trouvent une forme de sérénité, une forme de confort sur le territoire de la République d'Arménie. C'est nécessaire pour qu'ils puissent rester en Arménie. Mais votre question m'interpelle parce que vous faites une distinction entre l'Arménie et l'Artsakh, et je crois que c'est ça la véritable source de difficulté de compréhension. Il n'y a pas de différence entre l'Arménie et l'Artsakh. L'Artsakh, c'est l'Arménie, et l'Arménie, c'est l'Artsakh, au même titre que le sunnique, c'est l'Arménie. Imaginez l'argument qu'on nous avance, c'est qu'en sacrifiant l'Artsakh, on défend mieux l'Arménie. Je disais la même chose, le même argument, en sacrifiant le Tavush, en sacrifiant le sunnique, on défend mieux l'Arménie. Je peux avancer cet argument. Cet argument a été avancé d'ailleurs, en disant en sacrifiant l'Artsakh, on peut mieux défendre l'Arménie. C'est faux. Le temps nous a montré que c'était faux. Et ça sera faux si un jour on nous avance l'argument en sacrifiant le sunnique, nous pouvons mieux défendre l'Arménie. Ce n'est pas possible. Parce que dès lors que vous avez sacrifié l'Artsakh, les soldats azerbaïdjanais se sont rapprochés physiquement, mais immédiatement aux frontières de la République d'Arménie. Et aujourd'hui, ces soldats azerbaïdjanais menacent les frontières de la République d'Arménie. Les tirs quasi quotidiens ou quasi hebdomadaires que nous entendons, dont nous sommes témoins dans la région du sunnique, est la conséquence directe de la chute de l'Artsakh. Géographiquement, l'Artsakh éloignait les soldats azerbaïdjanais des frontières
de la République d'Arménie. Mais il est faux et il est illusoire de penser, ou en tout cas de faire croire, que en cédant, en sacrifiant une région, un territoire arménien, nous sauvons d'autres territoires. C'est faux. Les événements récents le prouvent, en témoignent. D'autre part, dès lors que vous êtes dans une logique de concession, on voit bien que ça ne s'arrête pas. Et les concessions, les unes après les autres, parce que l'Azerbaïdjan n'est pas prêt à la paix. Et quiconque peut me démontrer l'inverse, qu'il le fasse. J'attends que ça. Malgré toutes les annonces de concessions et les concessions que le gouvernement arménien a fait depuis maintenant au moins 2 ans à l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la frontière de l'Arménie n'est pas sécurisée. La population arménienne n'est pas sécurisée. Au contraire, non seulement les soldats azerbaïdjanais sont aux portes de la République d'Arménie, signe d'insécurité pour l'Arménie, mais notre population, la population arménienne, que ce soit dans l'Arménie et même dans la diaspora, à cause des concessions inutiles, les divergences entre nous se renforcent parce que nous ne sommes pas d'accord et il n'y a pas une politique de créer une forme de cohésion et de solidarité nationale. La cohésion et la solidarité nationale, ce ne sont pas des mots, tout simplement. La cohésion et la sécurité nationale, la cohésion et la solidarité nationale touchent directement la sécurité de notre pays, l'Arménie, la sécurité. Si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas solidaires, nous sommes plus faibles. Et donc, ce que fait l'Azerbaïdjan aujourd'hui, non seulement il fragilise les frontières de la République d'Arménie, mais la société arménienne elle-même est fragilisée par cette politique de concession inutile et sans fin, parce que nous nous déchirons à cause de ces concessions. Et nous ne voyons pas la fin. Donc, ce que je défends, c'est la sécurité de la République d'Arménie. Et la sécurité de la République d'Arménie, pour moi, ne peut pas être au détriment des intérêts de la nation arménienne. Je ne peux pas dire que tel ou tel Arménien doit être sacrifié, ou les intérêts de tel ou tel Arménien doivent être sacrifiés, parce que les autres Arméniens devraient être ou pourraient être prioritaires. Non seulement sur un plan moral, l'histoire nous jugera, mais sur un plan de réalité, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que tous ceux dont les droits vous prétendez défendre en sacrifiant les droits des autres voient que nous sommes capables, nous en tant que nation, d'abandonner une partie de nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Et ça ne peut pas vous apporter une cohésion et une solidarité nationale. Une fois encore, cette cohésion et la solidarité nationale, ce n'est pas une question d'éthique ou de morale. C'est une question pour renforcer la sécurité nationale. Il y a certaines voix politiques en Arménie qui ont donc beaucoup choqué en diaspora, qui essaieraient de justifier ce qui s'est passé en disant que la question de l'Artsakh est depuis des années scellée et vendue. Ce qui est arrivé était donc inévitable et que le combat avait déjà été cédé à l'avance et que le gouvernement actuel a essayé de réparer les pots cassés en arguant qu'on a toujours menti à la diaspora et au peuple arménien sur la pérennité et même la crédibilité du combat de l'Artsakh. Quelle est votre réaction par rapport à cela ? Vous savez, mon propos qui va suivre n'est pas ou n'a pas l'objectif aujourd'hui en 2025, où cette tragédie est déjà une réalité, de désigner des responsables, de désigner des coupables. Ce n'est ni mon rôle et ni mon souhait aujourd'hui de trouver des responsables. En revanche, analyser la situation pour bien comprendre les raisons qui nous ont amenés à cette situation pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs pour l'avenir, ça c'est important. Non pas pour désigner des coupables, mais pour apprendre et ne pas commettre les mêmes erreurs pour l'avenir.
Il n'y a pas de fatalité pour moi. Il n'y a pas de fatalité. Et nous sommes un grand peuple. Nous avons subi un génocide et nous avons survécu. Nous sommes le premier peuple chrétien au monde qui avons adopté le christianisme. Nous sommes un peuple qui a son propre alphabet depuis le 5e siècle. Nous sommes un peuple qui a sa propre église qui est devenue un refuge pendant des siècles où l'État arménien n'existait pas et qui a su préserver la nation arménienne. Nous sommes un peuple qui avons su rester solidaires, aller chercher un par un après le génocide, c'est ce crime odieux que l'Empire ottoman nous a infligé, aller chercher un par un les orphelins arméniens, leur apprendre la langue arménienne pour qu'ils parlent en arménien, pour que cette nation, ce peuple ne disparaisse à jamais. C'est ça notre réalité. Et le plus douloureux pour moi, vous savez, on dit, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Avant, aujourd'hui, j'imaginais que les vainqueurs, parce qu'ils gagnent des batailles, gagnent pour être imagés le stylo et le papier, et donc avec le stylo et le papier, ils écrivent l'histoire. Mais aujourd'hui, je comprends que non seulement ils gagnent le stylo et le papier, mais ils gagnent aussi le pouvoir d'imposer leur récit aux vaincus. C'est-à-dire les vaincus commencent à répéter le récit inventé par les vainqueurs. Et ça, c'est le plus dangereux pour moi. Reprendre le récit azerbaïdjanais, dire que l'Artsakh n'est pas un territoire arménien, alors que quand vous vous baladez sur le territoire d'Artsakh, tout indique que c'est un territoire arménien. Dire que les Artsakiotes ont failli dans la défense de l'Artsakh. Pendant 30 ans, ils ont payé un prix fort. Il n'y a pas une famille artsakiote qui n'a pas perdu un père, un fils, un oncle, un grand-père, pour qu'ils puissent rester arméniens, pour qu'ils puissent apprendre la langue arménienne dans leurs écoles, pour qu'ils puissent apprendre l'histoire du peuple arménien dans leurs écoles. Nous avons eu une défaite. Il faut accepter cette défaite avec dignité. Et regarder ce qui nous arrive, ce qui nous attend en face. L'Azerbaïdjan, dès sa création en 1918, la République d'Azerbaïdjan, dès sa création en 1918, revendique 3 territoires, 3 régions, pourtant peuplées d'Arméniens. Le Nakhitchevan, le Karabakh et le Zangezur ou le Sunnik. 1918. En 2025, nous sommes dans une situation où il n'y a pas d'Arméniens au Nakhitchevan, il n'y a pas de traces de la présence arménienne au Nakhitchevan, une fois encore pourtant peuplée majoritairement d'Arméniens, lorsque cette région est attachée ou soumise à la juridiction azerbaïdjanaise. Au Karabakh, en Artsakh, il en reste 11 Arméniens. Les traces de la présence arménienne sont en train d'être effacées. Je vous laisse deviner la suite. Ça, c'est l'histoire et la réalité. Et donc, d'accord, nous avons perdu l'Artsakh, mais nous ne devons pas perdre notre vigilance et nous préparer jour après jour pour défendre le Sunnik, le Zangezur, qui est la prochaine cible pour l'Azerbaïdjan, puisque revendiqué dès la création de la République d'Azerbaïdjan. Et pour défendre un territoire arménien, il faut avant tout sécuriser les frontières et sécuriser aussi l'intérieur de l'Arménie par le biais de la cohésion nationale. C'est ça le programme et la tâche qui nous incombe aujourd'hui. Pas dire
c'était perdu d'avance ou tels sont responsables. Nous tous sommes responsables, tous. Chacun à sa place, chacun à son niveau. Mais acceptons cette défaite dignement et préparons à la bataille qui va venir, à la guerre qui va venir, qui se prépare par l'Azerbaïdjan et la Turquie, bien entendu. Le retour de l'Artsakh, c'est l'une des priorités de votre combat et du combat de la cause arménienne, qui est également très porté par la diaspora. Pour un retour digne et sécurisé en Artsakh, les institutions pleines et entières des Artsakiotes sont donc essentielles. À l'heure actuelle, dans quel état sont les institutions politiques d'Artsakh? Ont-elles pu se préserver et êtes-vous toujours en contact avec eux? Les institutions à d'Artsakh, que ce soit le président comme le Parlement de la République d'Artsakh, sont élus par le peuple d'Artsakh. Ils ont donc la responsabilité pour la sécurité, pour la défense des droits des Artsakiotes. Les Artsakiotes, certes, sont aujourd'hui devenus des réfugiés, mais ce ne sont pas de simples réfugiés. Ce sont des personnes déplacées, victimes d'un crime contre l'humanité, déplacement forcé. Ils ont été spoliés, tous leurs droits ont été bafoués, et aujourd'hui, les autorités élues d'Artsakh ont le devoir et la responsabilité de prendre en charge la défense. Parce qu'aucun pays, aucun État ne le fait, aucun État au monde. Et donc sur un plan politique et institutionnel, ce sont les seuls aujourd'hui à le faire, et ils ont raison de prendre en charge, et non seulement ils ont raison, ils en ont la responsabilité sur un plan institutionnel et politique. D'abord parce qu'ils ont la légitimité pour le faire, et ensuite la responsabilité pour le faire. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut considérer la question des autorités en exil de la République d'Artsakh. Eh bien oui, je suis en contact avec eux, tout en étant conscient, parce que c'est une réalité, que leur marge de manœuvre est extrêmement étroite. Mais aussi, je dis qu'ils ont besoin aussi de notre soutien, de notre aide, et leur existence, et donc leur travail, leur action dépend aussi de notre soutien, de notre aide. Ils ont besoin de nous. Ceux qui ne sont pas étrangers à la défense des droits des Arméniens, en l'occurrence des Arméniens d'Artsakh, mais de manière générale des Arméniens, doivent soutenir les autorités en exil de la République d'Artsakh. Comment demain une femme, un homme, un jeune de la diaspora ou quelqu'un qui regarde cette interview, qui se sentirait touché par vos propos, peut venir en aide aux réfugiés d'Artsakh? S'il s'agit de jeunes arméniens ou pas arméniens de France, j'invite à ce qu'ils prennent contact avec la représentation d'Artsakh ou l'association de soutien à l'Artsakh avec laquelle nous collaborons extrêmement étroitement. Ou encore même se rapprocher par exemple du Cercle d'amitié France-Artsakh qui réunit des parlementaires français, des sénateurs, des députés et même des élus locaux, maires, présidents de région, etc. Ces structures, en France, portent la voix des Arméniens, aujourd'hui exilés, aujourd'hui déracinés, et essaient de défendre, tout à l'heure je vous disais, sur un plan politique, sur un plan humanitaire, sur un plan juridique. Ceux qui se retrouvent dans cette action, d'une manière ou d'une autre, peuvent se rapprocher de nous en nous écrivant un mail, par exemple, représentant, c'est mon mail, @artsakh.fr, représentant@artsakh.fr, et évidemment, ce sera avec grande joie que je répondrai pour qu'ensemble, nous puissions unir nos forces et défendre les droits de ceux qui, aujourd'hui, sont dans une situation très vulnérable et très fragile. Avez-vous des nouvelles à titre personnel des dirigeants de la République d'Artsakh qui sont pour beaucoup enfermés à Bakou indignement depuis plusieurs mois? Avez-vous de l'espoir pour eux? Je n'ai pas d'informations privilégiées, si ce n'est le contact régulier que je maintiens avec
les familles d'un certain nombre de prisonniers que je connais depuis longtemps. Et je maintiens ces relations avec ces familles. Et donc, par le biais des familles, parfois, lorsqu'ils ont la possibilité de parler avec les familles, j'arrive à avoir quelques informations, mais elles ne sont pas si différentes des informations qui sont publiques, que nous connaissons, c'est-à-dire une situation extrêmement difficile, dépourvue de tout droit, de toute justice. Euh, donc ces hommes emprisonnés à Bakou, jugés à Bakou, disent haut et avec tant de dignité qu'ils assument pleinement leur combat, le combat d'avoir dirigé et d'avoir défendu euh, un peuple qui était menacé et qui a été amené à créer une république d'Artsakh comme un outil de protection, comme un outil de défense face à la discrimination et à la politique d'effacement de l'Azerbaïdjan. Ça a été ça l'essence, euh, le sens même de la création de la République d'Artsakh. Ce n'était pas un État qui essayait d'étendre son influence dans la région, c'était tout simplement un outil parmi tant d'autres pour pouvoir rester en vie. Et ces hommes nous donnent cette leçon de courage en disant nous n'abandonnons pas le rêve qui a été porté par tout un peuple pendant 30 ans de décider librement de son sort et son droit à l'existence. Nous n'abandonnons pas ce projet. Et donc, je leur dis, et par notre action, nous devons leur dire que nous, non seulement nous n'abandonnons pas le même rêve, le même projet, mais nous ne leur abandonnons pas non plus ces hommes. Même si notre action aujourd'hui est extrêmement limitée quant à la libération éventuelle de ces hommes, notre action est avant tout euh, une action d'information de ce qui se passe, de ce qui peut se passer dans la prison de Bakou euh, et ne va pas plus loin. Mais c'est le message que aujourd'hui, depuis Paris, si un jour ils ont la possibilité de m'entendre, c'est qu'ils ne sont pas seuls, nous sommes à leur côté. L'Artsakh en tant qu'État indépendant aura duré près de 30 ans. Quelle vision avez-vous pour les 30 prochaines années pour la cause arménienne et la cause de l'Artsakh en fonction du travail qui reste à accomplir et également en fonction de la réalité du terrain et de la puissance grandissante de l'Azerbaïdjan? La défense de la République d'Arménie. La défense de la République d'Arménie est la seule perspective d'avoir un jour un Artsakh où la population arménienne puisse être revenue, où la population arménienne puisse y vivre en sécurité. Ça passe par là. Et bien, l'inverse est vrai aussi. La fragilisation de l'Arménie extrême peut non seulement être source de perte, non seulement de ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Artsakh, mais aussi bien d'autres régions arméniennes. Ceux qui pensent que l'Azerbaïdjan est un État qui respecte le droit international et que la reconnaissance des frontières de la République d'Arménie vont empêcher l'Azerbaïdjan de attaquer ou d'agresser la République d'Arménie, je vous assure, tous ceux qui pensent cela se trompent. L'Azerbaïdjan est un État qui a commis un crime contre l'humanité. Ça n'a rien à voir avec le droit international, rien. Ceux qui sont capables de commettre un crime contre l'humanité, d'ailleurs soutenu par un autre État négationniste qui a commis un autre crime contre l'humanité, le génocide des Arméniens de 1915, et qui ne nie jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas s'arrêter au droit de l'intégrité territoriale de tel ou tel État, surtout dans une période dans laquelle nous nous sommes, où il est difficile de voir que le droit international soit respecté à la lettre. Donc, l'argument que la reconnaissance de la République d'Arménie
ou des frontières de la République d'Arménie va empêcher telle ou telle perspective, c'est un argument que je n'entends pas. La seule possibilité d'avoir une paix en Arménie, c'est la sécurité de l'Arménie. C'est la sécurité de l'Arménie qui va apporter la paix en Arménie. Ça ne peut pas être l'inverse. Ce n'est pas la paix qui va apporter la sécurité, parce que nous ne serons pas en paix tant que nos adversaires, qui nous ont choisis comme adversaires, qui nous ont choisis comme un élément qui gêne, qui empêche dans le projet de construction nationale, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Et une fois encore, je peux vous montrer, je peux vous donner l'exemple de la région de Nakhichevan, l'exemple les récent de l'Artsakh, le dépeuplement total. Je peux vous donner d'autres exemples dans l'histoire pour vous dire que l'histoire ne s'arrête pas là et les ambitions expansionnistes ne s'arrêtent pas là. Il est temps que nous nous ressaisissions et que nous commencions tous ensemble à œuvrer pour la sécurité et la défense de l'Arménie. Malgré toutes ces tragédies, la venue des 120 000 Alsariotes en Arménie peut être traduit comme un apport démographique bénéfique pour le pays et renforcer l'État. Selon vous, que peut apporter les Arméniens d'Alsar à la nation arménienne? Vous savez, l'Arménien d'Artsakh peut apporter à l'Arménie la même chose que chaque Arménien peut apporter à l'Arménie. C'est-à-dire travailler par son travail, par ses compétences, renforcer la République d'Arménie. Et si on multiplie par le nombre de 120, 130 000 personnes, le résultat peut être extrêmement positif. Et donc c'est dans cet esprit-là que nous devons faire tout pour que les Arméniens d'Artsakh restent Arménie. Faut-il encore que les Arméniens d'Artsakh voient dans l'Arménie, à travers le discours et à travers les actions des autorités arméniennes, un pays, un État qui prend en charge la défense de leurs droits, qui assure la défense de leurs droits, qui assure un avenir pour eux sur ce territoire. Et à partir de ce moment-là, rassurer que les Arméniens d'Artsakh resteront en Arménie par leur travail, par leurs compétences, participeront à la fois à la sécurisation des frontières de l'Arménie, mais aussi à l'essor, au progrès, au développement de la République d'Arménie. Donc c'est une responsabilité à la fois et un devoir de faire tout pour qu'ils restent dans l'Arménie. Au mois de mars dernier, dans le cadre des projets humanitaires de l'association de soutien à l'Artsakh, au bénéfice des réfugiés, des déplacés de force arméniens d'Artsakh, nous nous sommes rendus en Arménie. Nous sommes allés à leur rencontre à Djelmouk, à Gyumri, dans le Syunik. Et nous avons vu des personnes prises en charge par les thérapeutes, par des professeurs dans les écoles, parce que nous travaillons avec les enfants, les parents, pris en charge de manière à ce qu'il n'y ait aucune haine, aucune détestation de la situation et de leurs bourreaux, des auteurs des crimes dont ils ont été victimes. Nous avons vu un amour grand pour leur pays, pour l'Artsakh qu'ils ont perdu. Un petit garçon, demandait à ses parents, s'ils pouvaient dessiner le plan de leur village et l'emplacement de leur maison pour que, lorsqu'il sera de retour en Artsakh, il n'oublie pas où se trouve sa maison dans ce village. C'est ça, l'Artsakhiot. Imbibé d'amour pour son territoire, alors qu'ils ont toutes les raisons du monde d'être amers dans leur cœur, et de vouloir vraiment une revanche contre les criminels dont ils sont victimes. Mais c'est ça qui caractérise pour moi l'âme du peuple arménien, un amour pour ce que nous sommes, sans que nous détestions
les autres, même ceux qui nous font beaucoup de mal. Merci Ovanes Gevorkian d'avoir répondu à mes questions. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous nous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre émission Cartes sur table.